Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à tous, c'est vendredi, on est ravis de vous retrouver encore cette semaine. Tous les jours, on se dit vivement demain qu'on les retrouve. Mais demain, on les retrouvera pas. Jusqu'à 19h, exactement. Comme chaque jour du débat, bien entendu. De l'échange, de la réaction, 0826 300 300, c'est votre émission. Hein. Si vous savez, vous faites partie aussi de nos vraies voix. Vous avez la parole pour commenter cette actu quotidienne avec vous, avec nous. Donnez votre point de vue, en tout cas en direct tous les jours. Allez, au sommaire de cette émission, directement. Plus d'1 million de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. Les 8 principaux syndicats et travailleurs et 5 mouvements de la défense des jeunes veulent tirer parti de ce succès pour installer la contestation dans la durée, Philippe. Oui, Cécile, c'est un niveau de mobilisation supérieur à celui du 5 décembre 2019 lors du précédent projet de réforme des retraites. Les syndicats ont déjà annoncé une nouvelle journée d'action. Ce sera le 31 janvier prochain pour faire reculer le gouvernement. Vous avez manifesté hier, vous étiez dans les cortèges. Vous voulez nous dire que vous n'êtes pas prêt à lâcher et que le 31 vous redescendrez dans la rue? Ou vous pensez que 49.3 ou autre moyen, le gouvernement va passer en force? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec cette question du jour, les syndicats ont-ils prouvé qu'ils pouvaient encore mobiliser? C'est un petit oui à 59%. Et Jackie nous dit oui, mais mobiliser des millions de gens dans le bruit des tambours et des trompettes ne fait pas une victoire. À 18h30, coup de projecteur des vraies voix, donner le goût de l'histoire. On vous propose de remonter le temps avec une expérience originale. C'est à la Cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir sous la Grande Arche de la Défense à Puteaux, en région parisienne. Oui, Cécile, près de Paris, la Cité de l'Histoire propose une expérience immersive. Les visiteurs s'embarquent dans une plongée à travers l'histoire de France. On aura avec nous le directeur de la Cité de l'Histoire, Franck Ferrand, et François Nicolas, le président d'Amaclio Productions, à l'origine du projet. Ils avaient déjà fait Éternel Notre-Dame, où on visitait Notre-Dame à l'époque de sa construction en réalité virtuelle. C'était fabuleux. Vous aimez l'histoire? Vous trouvez qu'on ne la connaît plus? Vous trouvez qu'elle est mal enseignée? Vous êtes prof d'histoire? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et c'est la question qu'on vous pose. L'histoire doit-elle être un pilier de notre éducation? Eh bien, c'est un grand oui. À 93%. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour avec Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Président de l'Institut de la Parole. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir. Comment ça va Elisabeth Lévy? Très bien. Qu'on adore. Et puis René Chiche, aussi rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre chez Lafon Presse. Comment ça va René Chiche? Écoutez, ça va très très bien, très heureux de vous revoir. Ah bah oui, nous aussi. Vous allez faire quoi ce week-end les amis? Faites-nous rêver, vous pouvez inventer des trucs, des trucs de dingue. C'est familial chez moi, Ouais, c'est demain, familial, ouais. des parents qui viennent d'Annecy, et puis dimanche, j'essaierai de sortir de ma beaufitude un petit peu. Oui, la beaufitude, c'est parce qu'ils regardent tous les matchs de foot le Voilà, dimanche. c'est ça. Prendre une vidéo, je peux en faire 4. Ça m'étonnerait qu'Elisabeth regarde les matchs le dimanche. Non, moi c'est mon week-end de bouclage de Causeur. Donc malheureusement, allez. je crois que je vais pas pouvoir faire ma beaufitude. Moi, comme tous les week-ends, je vais réécouter toutes les émissions de Sud Radio en replay. Il faillote. Voilà quelqu'un qui sait bien parler. Je commence d'entrer l'émission comme ça. Il espère avoir un cadeau, là, vous savez, il espère. J'avais une toute petite anecdote, si ça vous dérange pas. On va juste dire bonjour. On va juste dire bonjour à Marie-Christine qui est notre vraie voix auditeur. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment ça va Marie-Christine? Bonsoir Philippe, bonsoir à tous vos invités. Écoutez, ça va très bien, surtout quand on peut prendre la parole au lieu de rester derrière son transistor en pestant toute seule à son volant. Marie-Christine, vous nous appelez de l'Eure-et-Loire, vous faites quoi dans la vie? Maintenant je suis retraitée. Très bien, ça c'est bien. Justement, on va peut-être pouvoir parler retraite. Oui. Vous savez que Marie-Christine, vous allez devoir jouer face à l'un de nos éditorialistes, à Philippe Bilger, à Elisabeth Lévy ou René Chiche. Normalement, on leur demande de se vendre, pour savoir lequel sera le plus attrayant en tant que. On va dire que c'est un quiz un peu différent aujourd'hui, Cécile. C'est un quiz vous allez voir. musical aujourd'hui. Quiz musical. Prenez-moi Marie-Christine, je suis nulle. Franchement, il était excellent lors du dernier. Je l'ai fait remarquer. Quiz musical. Elisabeth était là d'ailleurs. Donc le prenez pas. Non, parce que j'ai pas compris le principe. On se vend pourquoi? Pour jouer contre elle? Pour jouer contre elle, oui. Très bien. René, c'est nul. D'accord, ok. Donc c'est pour jouer contre elle. Philippe Bilger. Comme
j'ai dit 2 fois que j'étais nul et que je n'ai jamais été choisi, je vais dire que je suis remarquable. Tout de même. Et ben vous restez avec nous. René Chiche, la petite Non, anecdote. je pense qu'il faudrait lancer un Sud Radioton en faveur de Philippe Bilger. Parce qu'on en a déjà. Je vous explique pourquoi. Oui. Philippe Bilger m'a envoyé un message en début d'après-midi me demandant de lui acheter un grand quotidien du soir et son supplément. 5,20 €. Ouais. Donc j'en Il ne déduis vous a que pas remboursé. soit Philippe Bilger n'a pas de retraite, soit il a tout perdu, il est ruiné, casino, au jeu, soit il me prend pour son petit coursier de presse. Et 4e hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de kiosque dans le quartier. Et ben voilà, Alors, je vais vous dévoiler une chose de Philippe Bilger. Il a confié ses économies à un certain Bernard Madoff. Vous comprenez maintenant pourquoi. Voilà, 4e explication très honorable, mon cher René. Ça ne veut pas dire que je vais rembourser. Marie-Christine, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre le simplisme en politique, simplisme qui n'existe jamais dans les vraies voix. Oui, au fond, parce que notamment à partir des retraites, je suis frappé de voir à quel point on a du mal à, dans les dénonciations comme dans les adhésions, à garder la complexité de la pensée quand on en a une, entendons-nous. Et à propos des retraites, par exemple, je suis frappé de voir à quel point on n'est pas capable d'appréhender le projet de loi sur les retraites d'une manière ambiguë. C'est à la fois profondément une volonté, certains disent financière, d'autres disent de justice, de restaurer un système qui ne va pas. Mais deuxième élément, il me semble que on a le droit aussi de se demander si l'immense contestation d'hier n'est pas liée à un refus de la personnalité du président de la République. Il y a au moins 2 choses là-dedans. Et je suis frappé de voir à quel point on hésite à aborder la seconde comme si elle était indécente. Moi, je trouve qu'on a le droit d'être intelligent et complexe. Évidemment, c'est pas Elisabeth que je vais dire ça parce qu'elle... Non, mais je suis sérieux, parce qu'elle l'est naturellement. Ah ouais, ça, mais merci, je pense pas plus à René Chiche non plus. Merci de ce compliment, c'est quand même René Philippe. qui va Mais chercher les journaux. Philippe a mis le doigt sur quelque chose qui pourrit notre débat public en réalité, parce que la complexité, c'est-à-dire la capacité de penser plusieurs choses en même temps et de penser un peu oui, un peu non pour aller vite, si vous voulez. L'idée qu'il faut dire que ce projet de loi est soit un immense progrès, soit une régression à la Germinale est absolument stupide. Moi, j'ajouterais quand même à vos grilles d'analyse qui sont les deux tout à fait justifiées. Il y a aussi quand même la question du rapport au travail, me semble-t-il, plus la question que le fait que les gens comprennent vraiment pas comment ça marche, parce qu'on dirait que les retraites sont payées par une sorte d'oncle Picsou à qui il faudrait arracher son magot. Je vous rappelle que ma retraite, quand je la prendrai, elle sera heureuse et méritée, mais quelqu'un travaillera pour moi, pour que moi je travaille pas. Des gens travaillent, des jeunes travailleront pour moi. Et ça, ce sera un honneur pour lui. Ah ben là, on est en train déjà de se battre à l'URSSAF en demandant à cotiser spécialement pour Elisabeth Lévy. Voilà. Et Là, donc, je pense que les gens, justement, ont perdu d'idée cette complexité-là, qui est comment ça fonctionne la retraite. Bien sûr, ça passe par les tuyaux de l'État, mais c'est pas l'impôt, c'est pas pareil comme mode de fonctionnement. Et donc, je trouve, mais au-delà même de la retraite, je pense que Philippe a vraiment mis le doigt sur un mot qui devrait nous imprégner tous, qui est complexité. Bien sûr. Oui, tout à fait. Moi, mais par rapport à tout ça, il y a aussi le simplisme du discours des hommes et des femmes politiques. Alors là, moi, le summum ces derniers jours, c'est la phrase de la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts, je ne veux plus de milliardaires. C'est une phrase tellement ridicule, tellement bête, je trouve, et stupide. Ça, c'est du simplisme en politique, vous voyez. Et elle est quand même patronne d'un grand parti. Vous avez parlé de Marine Tondelier. Vous vous trompez, Cécile, ça veut dire beaucoup de choses. Il suffit de se référer à ce qui s'est passé en URSS dans les années 1930 avec la découlakisation. Les koulaks étaient ces paysans un peu fortunés, et la découlakisation a tout simplement consisté à les tuer ou à les envoyer en camp. Donc, si vous voulez, c'est pas une idée complètement
complètement farfelu qui sort de nulle part. Hein. Il y a un imaginaire derrière qui est terrifiant. Non, je dis pas que c'est pas historique. Elisabeth, bien sûr. C'était pas pour vous contredire. Tout à fait. Non, mais vous ne devez pas me contredire. C'est Vous n'avez pas à contredire. Attention, je disais très dur. Non, parce que je disais. René n'est pas simpliste. Non, mais René, allô, René. Je disais cette phrase de dire je veux plus qu'il veut rien dire en fait. Ça veut rien dire et tout dire, mais dans ce sens-là, en disant c'est dire n'importe quoi, voilà. C'était dans ce sens-là que je disais. Vraiment pour vous contredire, c'était pour ajouter. Oui, mais c'est bien, un élément historique. Absolument. Mais moi, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Vous aimez l'histoire? Oui. Surtout quand elle n'est pas complètement trafiquée avec Franck Ferrand, elle ne le sera pas. En tout cas, si nous, on ne veut pas d'histoire avec notre réalisateur Benoît, il faut qu'on envoie la pub. Voilà. Quelle transition! Oui, bien sûr. Dans quelques instants, le tour de l'actu avec Félix Mathieu et notre grand débat. Les syndicats ont-ils prouvé qu'ils savaient encore mobiliser? Est-ce que vous avez été mobilisé par les syndicats ou par la réforme des retraites? Alors voilà, ils font de la récupération, mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, vous nous appelez 0826 300 300. Cette émission est la vôtre jusqu'à 19h. Bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous venez de nous rejoindre, déjà vous avez perdu 17 minutes de drôlerie. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Heureusement, il en reste avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy ce soir et avec notre ami René Chiche, rédacteur en chef. Ouais, c'est ça. Quand elle dit rédacteur en chef, on sent que. Et nous avons une directrice de la rédaction. Et mais il n'y a pas de chef dedans. Et vous êtes rendu compte, si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, qu'au moment où j'ai dit rédacteur en chef, René Chiche s'est relevé. D'ailleurs, on va le refaire pour les remparts. Rédacteur en chef. Voilà. C'est digne du gendarme, mon adjudant, chef. On va laisser tomber le chef, on va le traiter de rédacteur. En tout cas, tout de suite, le tour de l'actualité avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire de ce tour de l'actualité, Félix. 2 points levés pour une seule rose. Le PS officialise la victoire d'Olivier Faure, mais Nicolas Meyer-Rossignol conteste le résultat. Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides pour ses vœux aux militaires. Le budget de l'armée devrait avoir doublé entre 2019 et 2030, dit-il. À suivre aussi, la Cour de cassation annule la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn sur le début de la crise Covid. Et puis, pour empêcher ces messieurs de se soulager n'importe où dans les rues, Londres teste une peinture spéciale qui renvoie le jet vers l'envoyeur. Les vraies voix Sud Radio. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Quelle belle musique. Ah oui. Quand le temps d'une mascarade. Il y a plein de fans de Ferrat dans le studio. Ne fait plus. Il faut dire qu'ils sont bien. Oui. Quoique. Nous aimons le camarade Mathieu. C'est un joli nom. Oui. Si vous avez aimé Martine Aubry versus Ségolène Royal en 2008 au PS, eh bien vous allez sans doute adorer Olivier Faure versus Nicolas Meyer-Rossignol en 2023. Le PS qui s'offre un nouveau duel fratricide sur fond d'accusations de triche, de résultats contestés la nuit dernière. Le premier secrétaire, Olivier Faure, donné officiellement vainqueur finalement par un communiqué ce matin. 50,83% des voix face au maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, qui revendiquait lui aussi la victoire. Les partisans de ce dernier accusent le camp d'en face de triche. Vidéo à l'appui. Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre l'urne et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé. Vous n'avez pas le droit. J'ai pas besoin d'être sur la vidéo. C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de La Courneuve pour Olivier Faure. Le secrétaire de la section PS de La Courneuve, adjoint à la mairie, a répondu depuis dans un communiqué. Selon lui, la dame qu'on entend s'était présentée comme observatrice du camp Meyer-Rossignol sans être habilitée à le faire, sans être habilitée à venir observer le déroulement du scrutin. En tout cas, le maire de Rouen conteste toujours la victoire du premier secrétaire sortant. Il demande, Nicolas Meyer-Rossignol, une nouvelle commission de recollement pour recompter les voix en prenant en compte les diverses accusations de tricherie à gauche à droite. Mais c'est fou, non? Recoller les
morceaux, ce sera plus compliqué. Alors, entre nous, c'est pas tout à fait nouveau, les bourrages d'urnes dans les élections internes des partis, mais quand j'étais jeune, c'était fait avec plus d'efficacité, il y avait un vainqueur clair. Non, mais là, il y a des vidéos. Enfin, c'est dingue. mais je me rappelle pas, depuis que je suis un peu l'actualité, avoir entendu parler d'une élection de parti. Alors, soit on fait entrer des adhérents en masse juste avant, soit effectivement pour les urnes, Philippe. Partons du principe tout de même qu'Olivier Faure sera président. Je crois, c'est la règle en permanence, surtout avec 50,4, c'est tout de même un très faible écart. Ouais. Donc, s'il est président, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il gérera la situation. Pourquoi partons du principe qu'on est passé du très faible écart au fait qu'il serait président? Mais parce qu'il va l'être. À mon avis, le recours ne va pas prospérer, j'en suis En général, de toute façon, il y a une prime à celui qui tient l'appareil. Comment il devra changer sa position tout en prétendant demeurer fidèle à la NUPES? C'est intéressant. Vous croyez qu'il va la changer? Il devra un peu la changer tout de même. Il ne pourra plus se laisser, pardon, entre guillemets, bouffer par LFI quand on a 50,4 et quand on a une telle opposition. Il est difficile de ne pas en tenir compte. La NUPES a un peu de plomb dans l'aile. Pour éviter ce genre J'aimerais bien, mais pour éviter ce genre d'incident, le PS aurait dû faire comme LFI, il n'y a pas du tout d'élection. Une désignation par une vingtaine de personnes dans un bureau, et c'est bon, on est tranquille. Elisabeth Lévy avait parlé des coulacs liquidés par Staline. Ces images, ça m'a rappelé une citation de Staline. L'important, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. C'est très pragmatique, absolument. Très pragmatique. Non, mais cela dit, ça donne quand même un spectacle assez affligeant, surtout pour un parti, excusez-moi, je ne veux pas être cruel, mais avec leur 1,7% à la présidentielle, qu'ils arrivent encore à se déchirer, ils vont bientôt être 4 dans une cabine téléphonique à se donner des nions, quoi. Est-ce qu'on va pas lui opposer un problème de légitimité avec ce problème de 0, je sais pas combien? Oui, mais Cécile, parce que s'il se bat en plus, si l'élection est régulière, il est vainqueur. Moi, encore une fois, c'est le rapport qu'il va entretenir avec cette force à l'égard de laquelle il s'était complètement inféodé. Mais Philippe, juste, je me rappelle plus exactement, mais vous êtes sûr que le recours va pas tenir? Là, il y a quand même des choses assez manifestes. Je suis pas sûr que la justice puisse évacuer ça d'un trait de plume. Moi, ce qui me fascine dans ces choses-là, c'est que le recours à l'extérieur de la part d'un parti, normalement un parti, c'est un truc un peu fermé sur lui-même, mais est-ce que la justice peut ignorer ces vidéos? C'est quand même compliqué. Hein. Oui, mais est-ce cette vidéo très intéressante, est-ce qu'elle a une incidence directe sur le vote? Deuxième élément, et là je plaisante un petit peu, annuler l'élection d'Olivier Faure pour retomber dans une nouvelle élection qui probablement sera contestée de la même manière. Je crains que le Parti socialiste s'engage dans des marais. Mais si on était à l'école, la maîtresse dirait on en prend un troisième. Voilà, c'est ça. Et un sujet qui devrait vous intéresser, bien sûr, Elisabeth Lévy, c'est Emmanuel Macron qui annonce augmenter d'un tiers le budget de l'armée. 400 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Face aux menaces multiples, un effort budgétaire à la hauteur des dangers considérables de notre époque, fait valoir le chef de l'État. Alors que la loi de programmation militaire 2019-2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Au total, ces 2 lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées. C'était pour les vœux d'Emmanuel Macron aux armées. Objectif, renforcer la dissuasion nucléaire, augmenter les capacités de la défense aérienne de 50%, mais aussi augmenter de 60% le budget des renseignements militaires. J'en connais un qui rétrospectivement sera très heureux. Le général de Villiers. Oui. Non, mais cela dit, ça ne devrait pas seulement réjouir Elisabeth Lévy, ça ne réjouit pas seulement Elisabeth Lévy, ça devrait réjouir absolument tous les Français, parce que il y avait
une énorme urgence. Nous avons pris un retard. Oui, mais tout le monde ne comprend pas bien à quoi ça va servir. On annonce des chiffres, mais on ne sait pas trop. Ça va servir, vous savez, il n'y a pas longtemps, pour donner un chiffre simple, il n'y a pas longtemps... C'est un peu flou pour les Français. On nous a expliqué, de façon tout à fait crédible, qu'on avait 4 jours de munitions devant nous en cas de conflit. Alors ça servira peut-être à ce qu'on ait un peu plus... Là, d'accord. Là, c'est clair. C'est clair. La Cour de cassation annule la mise en examen d'Agnès Buzyn. Oui, l'ancienne ministre de la Santé, seule ancienne membre du gouvernement à être poursuivie dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. La Cour de justice de la République l'avait mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, lui reprochant de ne pas avoir agi ou pas assez à l'apparition du virus. Décision annulée par la Cour de cassation. Le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité, explique le communiqué de la Cour, estimant que ce n'était pas le cas, entre guillemets, dans la fiche de poste d'un ministre de la Santé. Pour mémoire, Agnès Buzyn avance même qu'au contraire, elle était la seule à s'alarmer dès le début de cette mystérieuse fièvre de Wuhan et qu'à l'époque, je la cite, tout le monde s'en foutait, selon elle. Et puis, un quartier de Londres a trouvé une méthode originale pour empêcher les hommes de se soulager partout dans les rues. Le quartier de Soho à Londres, plutôt réputé pour sa vie nocturne assez festive, les autorités locales viennent de décider de repeindre une dizaine d'endroits stratégiques avec une peinture spéciale, une peinture hydrofuge qui renvoie le jet. Le conseil municipal de Westminster, qui recouvre Soho, a lancé ce projet après avoir reçu beaucoup de plaintes de résidents, de salariés, d'entreprises du quartier. Les arroseurs arrosés ne pourront pas dire qu'on les avait pas prévenus, puisque désormais sur les murs en question, il est écrit en toutes lettres: ce mur n'est pas un urinoir. Vous auriez pu nous le dire en anglais, franchement. Si ça pouvait être généralisé, ce système. On dit une bêtise, on la prend en pleine face. C'est extraordinaire. Mais je risque d'être très blessé. Mais moi, je vais être déformé aussi, c'est pas possible. Moi, je ne me sens pas concerné par ce sujet parce que je ne me soulage jamais dans la rue. Oui, ça normalement. Non, mais ce qui est marrant, moi, avant, j'habitais à côté d'un bar écossais. Et donc, c'était un bar de supporters de rugby. Et ils sont extrêmement sympathiques, extrêmement polis, gentils, marrants et tout. Mais alors, les lendemains de matchs de rugby, je peux vous dire que dans ma rue, il y avait une odeur mais absolument terrible, parce que la bière, si vous voulez, doit être évacuée assez vite. Je vous rappelle que dans les grandes fêtes de bière en Allemagne, ils sont attachés au bar et ils font pipi sur le bar. Enfin, oui. enfin, et vous avez des rigoles direct. Donc on est un peu dans ce... Voilà une bonne idée de week-end. On vous invitera, Elisabeth Lévy. Allez, restez avec nous. Dans un instant, notre grand débat du jour. Plus d'1 million de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. Les 8 principaux syndicats de travailleurs et 5 mouvements de défense de la jeunesse veulent tirer parti de ce succès pour installer la contestation dans la durée. On en parle dans quelques instants. Est-ce que vous êtes allé manifester parce que c'est la réforme de la retraite ou parce que les syndicats vous y ont invité? 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que. Ça rit bêtement le vendredi, je vous le dis. Bienvenue dans les vraies voix. Bonsoir, je ris bêtement pour rien. Voilà, il est en train de pisser de rire, Philippe David. Si vous avez... J'avais postulé aux grosses têtes. Non, c'est les vraies voix, c'est mieux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas entendu cette information, vous savez que maintenant nos amis londoniens étalent de la peinture pour reprendre votre jet de pipi au visage quand vous avez fait pipi sur un mur. Voilà. Donc d'où la vanne de notre ami René Chiche qui est avec nous ce soir avec Elisabeth Lévy et bien entendu Philippe Bilger. Et tout de suite, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'appel à la grève lancé par les syndicats pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement a été massivement entendu hier. Entre 1 120 000 et 2 millions de manifestants dans la rue. Le bras de fer est engagé avec le gouvernement. Premier appel des syndicats à se mobiliser contre la réforme des retraites a été un succès. On va se battre ligne par ligne, mot par mot, virgule par virgule. On ne laissera rien passer. En dépit de ces difficultés, il y a des millions de personnes dans le pays qui sont prêtes à se mobiliser, qui sont prêtes à même perdre cette journée de salaire. Donc c'est un message envoyé à Madame Borne. Les gens sont prêts, même au péril de leur porte-monnaie, à mener la lutte. Une deuxième journée de grève et de manifestation est prévue dans tous les secteurs le 31 janvier prochain. Si le gouvernement ne réagit pas vite et fort, ça va continuer sur la durée et ça va monter en puissance.
Plus d'1 million de personnes, selon le ministère de l'Intérieur, dans la rue contre la réforme de retraite. 8 principaux syndicats de travailleurs, 5 mouvements de défense de la jeunesse veulent tirer parti de ce succès, forcément, pour installer une contestation dans la durée, Philippe. Oui, Cécile, c'est un niveau de mobilisation supérieur à celui du 5 décembre 2019, lors du précédent projet de réforme des retraites. Les syndicats ont déjà annoncé une nouvelle journée de manifestation, ce sera le 31 janvier prochain. Alors vous avez manifesté hier, vous avez battu le pavé, vous avez dit non au gouvernement, ou alors vous dites le gouvernement a raison, il a été élu pour faire une réforme des retraites. Venez nous le dire, Aude attend votre appel au 0826 300 300. Et puis notre invité, pour en parler, Mathieu Brabant est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes membre de la direction nationale de la FERC-CGT, Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture. Merci d'être avec nous. On fait un tour avec nos éditorialistes du soir, comme chaque jour. Philippe Bigère, sur cette mobilisation. Alors peut-être la question posée par Sud Radio a-t-elle droit à une réponse complexe? En ce qui me concerne, je ne suis pas allé manifester, mais en même temps, je n'aime pas l'attitude du pouvoir qui qualifie les opposants et ceux qui ont battu le pavé, comme le disait hier Philippe David, d'irresponsables. On peut comprendre les raisons des deux côtés, mais ce qui m'intéresse, et c'est quasiment une question, Cécile, c'est comment va s'articuler le processus qui va conduire à la poursuite de la contestation, notamment le 31 janvier, avec le début des débats parlementaires le 6 février. Je suis intéressé de voir sur le plan parlementaire et démocratique comment ça va fonctionner. Mathieu Brabant va en répondre dans quelques instants. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, si ce gouvernement n'est pas complètement idiot, ils ont gardé dans leur besace des éléments pour jeter du lest. J'ai été étonné qu'ils reviennent à 64 si vite, alors qu'ils auraient pu le garder comme un élément de concession, ça c'est connu. Deux choses, moi je suis un peu désespéré de voir que la retraite c'est le dernier rêve français, si vous voulez. C'est la seule chose en gros qui peut mobiliser autant de gens, et je ne dis pas que c'est pas important, mais enfin, si vous voulez, en termes flamboyants, en termes de rêve collectif, il y a quand même des choses, me semble-t-il, qui devraient nous mobiliser plus. Donc ça m'attriste un petit peu. Par ailleurs, je rappelle, comme l'a dit Philippe, si vous voulez, on a eu un choix sur ce sujet. On a eu un choix clair à l'élection présidentielle. Et moi, je suis un peu agacé par tous ces gens qui considèrent que la retraite, c'est si fondamental, si essentiel, et qui ont voté Emmanuel Macron. Enfin, c'est idiot. Je veux dire, vous aviez un choix absolument clair. Si vous avez voté en fonction de la retraite, il fallait voter Marine Le Pen. Hein. Moi, je suis très clair. Maintenant, il faut quand même dire chapeau bas aux syndicats, parce que moi, je ne les pensais plus capables de mobiliser autant. Et là, il faut bien dire, ils n'ont pas eu un discours trop... Ils n'ont pas eu un discours... Des fois, ils ont un discours un peu échevelé, un peu jusqu'au boutiste. Bon, il y a un peu de Germinal et tout ça, ça fait partie du jeu. Mais leur unité, évidemment, je pense, a joué aussi dans la mobilisation, et bravo aussi parce qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu beaucoup de violence. Oui. Absolument. Alors moi je suis pas tellement d'accord avec vous, Elisabeth, pour la force des syndicats. Je pense que hier, bien sûr, il y a quand même une mobilisation plus importante que celle qu'on croyait, mais je pense que beaucoup de gens sont sortis dans la rue au-delà des syndicats, parce qu'il y a eu une telle campagne durant des semaines, à la fois dans les médias, etc., que les gens sont sortis dans la rue parce qu'ils avaient peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur, comme vous l'avez dit, de la retraite, de l'argent qu'ils vont toucher, etc. Et moi, je crois qu'ils sont sortis. Écoutez, il y avait des jeunes. Oui, mais c'est quand même les syndicats qui l'ont organisé. Oui, mais au-delà des syndicats, ça prouve pas que les syndicats ont encore une puissance. Vous voyez, c'est au-delà de ça, je pense. C'est justement ça qui est nouveau. D'ailleurs, ça avait même été. Les jeunes, c'est sinistre. Non, mais d'ailleurs, ça avait même été la preuve lors de la grève dans la SNCF en décembre. C'était pas les syndicats, c'était des grèves un peu sauvages, etc. Mais là, on voyait des jeunes hier qui, à mon avis, ne savent même pas ce que veut dire CGT, CFTC, CFDT, et des jeunes qui, à 18-19 ans, déjà pensent à la retraite. Donc en fait, je termine là-dessus, c'est pas pour moi une victoire des syndicats, c'est une victoire de la peur des gens. Une phrase. Juste pour la soumettre à notre invité, parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, pour tous les gens qui ont commencé à travailler après 21 ans, quand même une partie de la population française, cette réforme, elle change rien, puisqu'il vous faut 43 ans. Et que donc, vos 43 ans vous amènent mécaniquement à 64. Donc, 0826 300 300, on dit juste bonjour à Benoît. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Restez avec nous, Benoît. Je sais qu'on a beaucoup d'appels au standard. Mathieu Brabant, on a fait un tour de table. On vous laisse forcément la parole. Oui, écoutez, merci en tout cas de l'invitation. Je vais essayer de répondre aux différents intervenants. D'abord, sur la mobilisation hier, nous, ça ne nous a pas vraiment surpris en réalité, puisqu'on sentait monter une contestation très importante depuis plusieurs mois, en particulier dans des luttes que les médias ne reflètent pas sur les salaires en particulier, puisque beaucoup d'entreprises étaient en grève sur la question des salaires au mois d'octobre, novembre et décembre. Et si la retraite, ça fait pas rêver, en tout cas, nous, ça nous a fait un peu rêver dans le sens où on n'est pas là pour se tuer au travail. Et c'est un peu ce qu'on voulait dire aussi les salariés qui se sont mobilisés hier. Voilà, je fais le lien avec les salaires parce qu'en fait, beaucoup de salariés ont fait le lien avec les salaires. Si les salaires sont si bas, ça fait des retraites qui sont basses derrière. Voilà, c'est un premier point. Alors bon, c'est les organisations syndicales qui ont proposé cette date. Cette date, elle est venue, et c'est important, de façon unitaire. Le 31 décembre sera aussi unitaire et sans doute... Janvier, et vous avez raison. Ça fait un peu loin. Sans doute, voilà, mais parce qu'en fait, ça va être très long. Cette unité a été un déclencheur de mobilisation dans beaucoup d'entreprises. Dans mon lycée professionnel, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est évidemment des personnes qui ne se mobilisaient pas habituellement. Une collègue qui a fait sa première grève hier. Mathieu, on va demander à nos auditeurs qui nous appellent 0826 300 300 avec notre vraie voix auditrice prioritaire Marie-Christine. Vous étiez mobilisée aussi. Est-ce que c'est la réforme des retraites? Est-ce que c'est l'appel des syndicats? Est-ce que c'est la conjonction des deux? Alors, je n'ai pas du tout manifesté. Ah, d'accord. Si vous voulez mon avis, la retraite à 63, 64, 65 ans, c'était un âge qui avait été à l'origine décidé par ceux qui ont créé les retraites, parce qu'ils avaient statistiquement imaginé que les retraités allaient vivre entre 5 et 10 ans après leur prise de retraite. Aujourd'hui, nous sommes à 85 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on va rester 30 ans à la charge de la société. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai entendu nulle part. C'est simplement du bon sens. On ne peut pas rester 85 ans à la charge de nos enfants. Et puis on s'accroche idéologiquement à un système de répartition alors qu'on aurait pu très bien prendre un peu de capitalisation, ce qui aurait allégé un petit peu la charge, puisque aujourd'hui il n'y a plus que 2 cotisants pour un retraité, alors qu'à l'origine il y en avait 6 ou 7, je crois. Marie-Christine, on va vous opposer, Benoît, au 0826 300 300 qui lui est manifesté parce qu'on a très peu de temps, il faut qu'on fasse parler tout le monde. Benoît, oui. Bonsoir Benoît, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonsoir. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre. À la charge, mais déjà, on n'est pas une charge. On a quand même cotisé, on a quand même créé de la richesse, on a quand même fait pas mal de choses. Et puis, tant mieux si on vit vieux. Hein. On n'est pas là que pour travailler, puis pour fermer notre bouche. Moi hier j'étais manifesté, il y avait beaucoup de monde, il y avait des jeunes, des vieux, des privés, du public, il y avait des pompiers, il y avait des aides-soignants, il y avait beaucoup de monde. Et comme je discutais avec pas mal de gens différents, ce qui revenait c'était oui bien sûr les retraites, mais c'était aussi beaucoup d'autres choses, hein, notamment le fait qu'on nous prenne royalement pour des idiots depuis quand même quelques mois, pour pas dire années. Et donc voilà, les gens ils en ont un peu marre d'être pris pour des vaches à lait. On a compris. Philippe Bilger, une réaction sur ces deux auditeurs. Mathieu Brabant, comment voyez-vous le futur de cette contestation si, comme
on peut le prévoir, le gouvernement ne lâchera pas sur le point capital du report de l'âge de la retraite. Est-ce que ça n'est pas des coups d'épée dans l'eau massifs? Comment voyez-vous le futur? Et j'ajoute quand même, excusez-moi, moi il me semble qu'il faut quand même répondre à la question de Marie-Christine, parce que je remercie, parce que moi j'ai ce sentiment-là. Moi, effectivement, je suis plus près de l'âge de la retraite que de l'augmentation, comme dirait l'autre, mais... si vous voulez, moi, l'idée que pour me payer pendant des années ma retraite, il y a des jeunes ménages qui vont devoir trimer, aller s'exiler loin des centres-villes parce que les loyers sont trop chers, eh bien, non, ça me déplaît. Et j'aimerais quand même entendre un jour une réponse qui soit pas à chaque fois une entourloupe politique à cette question, puisqu'on vit plus vieux. Est-ce qu'il est légitime, dans les années 60, si vous voulez, quand on était à la retraite à 64 ou 65 ans, mettons, l'espérance de vie était 68 ans pour les hommes. Donc on y restait 3-4 ans. Aujourd'hui, j'ai entendu une dame, sa mère a 96 ans, ça fait 32 ans qu'elle est à la retraite. Oui, Mathieu, vous avez 2 questions, 2 réponses. D'abord, sur la dernière question, nous simplement, on parle de solidarité, tout simplement, premièrement, et deuxièmement, on considère qu'on a un système de retraite qui, en fait, qui est pas en danger, et donc on voit pas particulièrement pour quelles raisons les gens pourraient pas partir à la retraite alors que c'est finançable et chacun le sait. Voilà, c'est important de le dire parce que on dit souvent les syndicats sont sur l'idéologie, mais en réalité, il y a aussi le gouvernement en fait qui est sur l'idéologie. On a 2 projets de société face à face et notre projet de société, c'est pas de travailler jusqu'à 80 ans. Voilà, ça c'est entre 62 et 80, il y a de la marge. Oui, Philippe. Oui, mais on sait bien qu'en réalité, 64 ans, c'est 67 ans qu'il y a derrière. Tout le monde a pu lire et écouter ce qu'a dit Olivier Véran en particulier aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est notre projet de société, tout simplement. Et du coup, on ne parle pas de charge, parce qu'il n'y a pas de charge, c'est de la solidarité entre les... Mais il me semble quand même que la plupart des manifestants hier, c'était quand même la plupart du service public. Il n'y avait pas beaucoup de privés, d'après mes informations. Non, voilà. Alors est-ce que vous pensez que le 31 janvier, il y a des gens du privé qui vont... Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le 31 janvier, il y aura des gens du privé qui vont manifester? Et dernière petite question, est-ce que vous approuvez la déclaration de votre collègue de la Fédération, je crois, Énergie, qui a donc menacé, on ne peut pas dire autre chose, des élus ou des gens qui sont leur couper le courant. favorables à cette réforme, de leur couper le coupant? Moi, ça m'a halluciné. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette personne? C'est ma seconde question. Parce que là, les enfants, ça part dans tous les sens. Là. Voilà. Mais ça me permettra de discuter sur la suite, en fait. Votre question. Voilà. Juste une réaction encore. 0826 300 300, c'est Jacqueline qui était en ligne avec nous. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Oui, bonsoir. Alors, 2 choses. Je vais d'abord répondre pour dire que moi, j'ai 78 ans, que depuis 17 ans, j'aide mes enfants pour garder leurs enfants. J'ai 8 petits-enfants. Donc, je peux vous dire que je ne suis pas inactive, que je m'en occupe 3-4 mois à temps plein par an, et plus toutes les choses en cours d'année. Donc, je ne me sens absolument pas à la charge de la société. Deuxièmement, je voulais vous dire, tout cela qui résonnait si bien, je ne comprends pas que vous opposiez l'élection de Macron à l'opposition à la réforme des retraites. Macron a dit qu'il ferait une modification des retraites, du régime de retraite. D'accord, on ne s'oppose pas à ça, on s'oppose au contenu de sa modification. Donc il n'y a pas de contradiction du tout. Mais à quel contenu exactement? Qu'est-ce qui vous fait bondir dans la loi? Parce que juste pour l'âge légal, peut-être c'était pas votre cas, mais pour tous les gens qui ont travaillé après 21 ans, ces 43 annuités, elles existaient déjà. Et donc, pour tous ces gens-là, déjà, ça ne change rien, l'âge légal. Donc, est-ce que c'est pas un peu un totem, en fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que Macron s'est fixé sur cet âge de retraite et il fait bondir tout le monde. Voilà, c'est sa façon de faire. C'est la façon dont kikiner les gens au lieu de poser les problèmes correctement. Moi, j'ai entendu parler de capitalisation. Moi, j'ai capitalisé, d'accord, et j'ai eu la chance d'avoir des emplois qui me permettaient de le faire. Il y en a combien qui ne peuvent pas capitaliser?
Enfin, ça ressemble à quoi ces raisonnements? Bougez pas, Jacqueline. Merci d'avoir été avec nous. La réponse à la question de Philippe Bilger, Mathieu Brabant, on peut peut-être la répéter brièvement, Philippe. Comment voyez-vous le futur si le gouvernement ne cède pas? Eh ben, nous, on voit une grève qui va se généraliser. En fait, ce qui va se passer d'ici le 31 janvier, donc, ce sont des actions partout en France, dans la semaine du 23 janvier. Alors, peut-être des salariés décideront de couper le courant de quelques villas de milliardaires ou d'élus de la Macronie. C'est possible. Voilà. Nous, ça ne nous choque pas vraiment. En fait, peut-être que d'autres actions de blocage de tel ou tel site stratégique pourront être mis en place. Et à partir du 31 janvier, si le gouvernement ne cède pas ou à minima n'ouvre pas de négociation sur le fond, parce que depuis le début, il n'y a eu aucune négociation sur le fond de cette réforme. Notre objectif, c'est une grève qui soit reconductible. D'accord. Mathieu, juste une question. Ça ne vous choque pas qu'on coupe l'électricité parce qu'ils sont milliardaires, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord. Ça ne nous choque pas du tout. Parce que c'est aussi un message politique. C'est des élus. Absolument. On a affaire à des personnes, élus politiques ou autres, qui, depuis un certain nombre d'années, le service public. C'est un message politique qui est passé aussi de la part de nos camarades. On l'a entendu, votre message. On l'a entendu. Merci beaucoup, Mathieu Brabant, membre de la direction nationale de la FERC-CGT, la Fédération de l'éducation, la recherche et la culture. Verdict sur Twitter, vous êtes 59% à penser que les syndicats ont prouvé qu'ils pouvaient encore mobiliser. Et merci Benoît, merci Jacqueline de nous avoir appelés. Marie-Christine, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix auditrice prioritaire en tout cas. Dans quelques instants, on va chanter, ou en tout cas on va jouer au... C'est qui a chanté? Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On avait les fausses voix, maintenant on a les vraies voix. Voilà. Depuis le début de la semaine, à part Philippe Bilger, on a des gens comme ça. Là on a les vrais. Là on a les vrais. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous. On en profite pour embrasser Françoise Degois, qui doit nous écouter, qui doit dire comment ça, je fais une fausse voix, ça va pas ou quoi. Allez, ça va? Je vois tout à fait Françoise. Vous voulez dire qu'elle fulmine, elle a son couteau entre les dents, c'est ça, elle est déjà en train de Ah ben là voilà, elle arrête. Non mais non, plaisante. Et il tourne la tête, mais c'est énorme. Allez. Il y a le général de Gaulle qui rentre dans le studio. Allez, c'est vendredi, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Donc c'est le mot du jour. Ah, c'est le mot du jour. Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Eh ben c'est vendredi, c'est le mot du jour. Oui, le mot du jour est le mot vendredi, puisque nous sommes... Vendredi. Pour le Larousse, vous vendredi. Vous prenez vraiment pour des jambons, vous. Hein. Oui, de Bayonne. Pour le Larousse, vendredi est tout simplement le 5e jour de la semaine. Vendredi vient du latin Veneridies, qui signifie jour de Vénus. On aime bien le vendredi puisqu'il annonce le week-end, en particulier Cécile de Ménibus, qui, exemptée de 19h-20h pour cause de Vraie Voix du Sport, n'a pas à supporter son co-animateur une heure de plus. Absolument. C'est le vécu, là. Ce sera défalqué sur ma pénibilité. Philippe Bilger aime aussi le vendredi puisque l'homme épris de spiritualité qu'il est fait vendredi saint toutes les semaines, pas en faisant maigre, mais en s'offrant une double ration de visionnage de bigboobs.com, son site internet favori. SEIN. Oui, bien sûr. Ah. Elisabeth Lévy et René Chiche aiment aussi le vendredi, puisque si les Auvergnats disent, pour parler du week-end, après le vendredi, Shabbat, nos deux vraies voix disent, elles, après le vendredi, Shabbat. D'ailleurs, shalom pour vous René et shalafam pour vous Elisabeth. Le niveau a baissé beaucoup. C'est plus ce que c'était. Je terminerai ce mot du jour qui me vaut les regards atterrés des vraies voix en leur annonçant que je me retire sur une île déserte pour rejoindre un certain Robinson Crusoe. Merci désormais de m'appeler vendredi. Ouais. Bon, très bien. Philippe Bilger s'en va, merci mon Dieu. Non, Philippe David, pardon, excusez-moi. Lapsus révélateur. Non, pas du tout. Dieu existe. Merci beaucoup, mon Dieu. Merci beaucoup, mon Dieu. Non, c'était pas drôle. Et non, pas ce que vous avez écrit, ce que je viens de dire. Chat la femme. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Un petit peu de sérieux avec Félix Mathieu. Parmi les sujets qu'il faut réagir sur les réseaux sociaux, le résultat du scrutin interne au Parti Socialiste. La reconduction du premier secrétaire, contesté par son adversaire à l'issue d'un second tour, entaché par des accusations de tricherie. Un déjeuner est actuellement organisé au siège du Parti Socialiste, a tweeté Olivier Varlan ce midi en partageant une vidéo. Le but de ce déjeuner, régler les derniers problèmes et retrouver une bonne entente au sein du parti. L'ambiance est chaleureuse, précise un participant. Voilà. C'est les assiettes qui volent, Oui, c'est les assiettes qui volent. C'est la vidéo d'une bagarre générale dans un restaurant où les gens se jettent les couverts des assiettes à la figure en lieu et place de ce déjeuner fictif de recollement imaginaire au PS, un déjeuner qui en réalité, je vous le précise quand même, n'a pas eu lieu selon nos infos. Un nom revient dans les top tendances depuis cet après-midi, Agnès Buzyn. Et oui, puisque la Cour de cassation vient donc d'annuler sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans la gestion du début de la crise Covid, mise en examen qui avait été prononcée d'abord par la Cour de justice de la République. En l'annulant, la Cour de cassation fait de l'ancienne ministre de la Santé une simple témoin assisté. Et forcément, comme souvent, ce sont les mécontents qui réagissent le plus fort, qui parlent de scandale, de magouille. Florian Philippot, par exemple, dénonce sur Twitter, je cite, la République bananière du Macronistan. Quelques autres, un peu plus rares tout de même, il faut bien le dire, prennent le contre-pied, comme par exemple Adia qui écrit « Je précise que je ne suis pas spécialement fan de Agnès Buzyn, mais cette mise en examen était complètement what the fuck », ce qu'on peut traduire par cette mise en examen sortait un peu de nulle part. Vous êtes dans quel camp, Philippe Bilger, René Chiche et Elisabeth Lévy, du camp à la fois, Cécile, à l'époque, j'avais trouvé que Agnès Buzyn avait eu un comportement qui pouvait être qualifié pénalement, mais je ne discute pas l'avis de la Cour de cassation parce que j'ai été intéressé par la motivation. Elle dit en gros, on ne peut pas reprocher une mise en danger d'autrui sans préciser quel péril elle a mis en œuvre. Après tout, je ne peux pas, en quelque sorte, en tant qu'ancien magistrat, jeter la pierre à la Cour de cassation. Non, ce serait pas convenable de faire une chose pareille. Non, moi je suis très contente et je me rappelle que pendant la crise même, je crois que c'est le procureur général espagnol, hein, si je ne m'abuse, qui a balancé toutes les plaintes. Et pourquoi je suis contente? Parce que pour moi, ça ne doit pas tout ça, la responsabilité politique ne doit pas se muer en responsabilité pénale. Il ne faut pas confondre la faute et l'erreur. Et je pense, si vous voulez, que l'ouverture de parapluie permanente à laquelle nous assistons, notamment dans ce genre de domaine, et pourquoi, si vous voulez, ils ont joué une prudence de serpent, du précautionnisme absolument ahurissant, c'est à cause de cela. Je crois vraiment, pour moi c'est très important, si vous voulez, ça n'est pas devant la justice que doivent se régler les conflits politiques. Et bien entendu, si ça se passe, c'est parce que la responsabilité politique ne fonctionne plus très bien aujourd'hui. J'arrête là parce que on pourrait en parler pendant très longtemps, mais moi je crois que c'est une très bonne décision parce que la judiciarisation de la vie publique ne nous aide en rien. Après une femme de médias, un homme de médias, René Chiche. J'approuve cette décision de la Cour de cassation. D'abord, je crois qu'il faut qu'on respecte l'état de droit. Hein. Le droit fait que. Et je trouve qu'en plus, Agnès Buzyn a été quand même, moi, dès le début, j'ai trouvé qu'on l'avait vraiment accablée de toutes les fautes, de toutes les responsabilités. Or, franchement, lorsqu'elle était en poste au ministère de la Santé, on en était vraiment au début de cette pandémie. Personne ne maîtrisait vraiment la situation, personne n'avait vraiment les éléments. On l'a accablée, on l'a même carrément rendue responsable de la mort de gens. Donc je trouve que, et sans compter qu'il y a aussi à un moment donné une sorte de relent complotiste, puisqu'elle sait qu'elle est mariée avec un grand chercheur qui s'appelle, je ne sais plus son nom, Lévy, exactement, bien sûr, absolument. Et il y a eu quand même un relent complotiste. D'ailleurs, je me souviens d'un débat ici avec quelqu'un qui avait insinué qu'Agnès Buzyn était liée à l'industrie pharmaceutique grâce à cause de son mari, etc. Donc moi, j'approuve cette décision et je trouve que finalement, elle s'en sort comme elle devait s'en sortir. Je veux dire, elle s'en sort blanchie parce qu'elle n'est pas responsable de ça. Bon. Et la Cour de cassation a rendu un bon verdict, à mon avis. Et on a le droit de dire que politiquement, elle n'était pas absolument merveilleuse, mais non, mais là où Elisabeth, je ne suis pas totalement de votre avis, il peut se faire que même dans la responsabilité politique, il y ait
des infractions identifiables. C'est un peu long pour Agnès Buzyn, mais je peux comprendre pourquoi, au départ, elle a été mise en examen. Mais je n'ai plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Non, parce qu'on va parler de votre tour de table dans quelques instants. On va revenir avec Philippe Bilger. J'aurais bien voulu poursuivre ce débat avec Philippe, mais on poursuivra. C'est ça. Voilà. On va faire un dîner, si ça vous dérange pas. Si c'est un mercredi soir, je ne viens pas. Cécile. Il y a, je vais regarder, je vais vous dire. Dans un instant, on va revenir sur cette victoire d'Olivier Faure pour Philippe Bilger, et puis René Chiche qui veut parler du marché de l'art, et puis Elisabeth Lévy va revenir sur cette tribune, vous savez, de 136 personnalités contre la présomption de culpabilité. C'était dans Le Point. Vous voulez réagir, bien sûr, 0826 300 300. Cette émission est la vôtre. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est vendredi, on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'être accueillis chez vous, quel que soit l'endroit, la voiture, la maison, le bureau, la salle de bain, on aimerait bien, ça nous ferait marrer que vous nous écoutiez dans votre bain. Vous pouvez nous envoyer des photos. Vous n'avez pas parlé de la chambre? Pas encore, j'allais le dire, Philippe. Vous avez remarqué. Mais franchement, René, aujourd'hui. Philippe Bilger, je glissais doucement. Vous avez gentillesse de m'arrêter, je vous en remercie. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Ça tombe bien, ils ont des choses à dire avec Philippe Bilger, et vous voulez revenir sur cette victoire d'Olivier Faure qui devrait fragiliser peut-être la NUPES. Alors Cécile, il faut bien voir que lorsque j'ai choisi ce point de vue, j'avais l'impression que le score d'Olivier Faure était acquis, qu'il n'y aurait pas une contestation. Et j'avais dit, à partir de ce moment-là, ce que j'ai déjà souligné tout à l'heure, ce qui me permettra d'aller vite, c'est que je n'imagine pas, si Olivier Faure est confirmé comme vainqueur, qu'il ne tienne pas compte de ce faible score en revisitant en quelque sorte son rapport avec LFI et plus globalement avec la NUPES. Il n'est pas concevable qu'il ne tienne pas compte de ce faible écart avec son opposant. On va écouter sa déclaration, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Les militants socialistes étaient, eux, appelés, après s'être mobilisés toute la journée dans cette manifestation contre les retraites, contre la retraite à 64 ans, étaient appelés à se manifester à leur tour et à voter. Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance et en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique qu'est le Parti Socialiste. Tel qu'on écoute là, on a l'impression qu'il a gagné à plat de couture. Oui, absolument, un vote clair. Oui. Alors que c'est une victoire à la Pyrrhus. Oui. À 58, c'est 50,8. Moi, je suis moins catégorique que Philippe sur le fait que cette affaire est jouée, mais on verra. On verra. René Chiche, c'est joué, la messe est dite. Franchement, je trouve que c'est d'une telle tristesse, d'abord, ce Parti Socialiste, maintenant avec un Olivier Faure qui n'imprime pas du tout. Avec Anne Hidalgo, c'était déjà... Non, mais je parle pas d'elle non plus. Du PS, hein. Mais franchement, ce parti qui n'existe quasiment plus, quoi. Et qui se déchire autant, c'est ça qui déchire. On a même maintenant François Hollande qui a pris position pour le maire de Rouen. Il y a le retour des éléphants, là. Je trouve ça vraiment d'une tristesse. On a du mal à se rappeler que toute notre jeunesse, toute notre vie d'adulte, je veux dire, le Parti Socialiste... C'est ce que j'allais dire. Exactement, vraiment, exactement ce que j'allais dire. Quand je pense au grand parti socialiste, même avec les éléphants... Moi, j'habitais Épinay-sur-Seine, au moment où il y avait le congrès d'Épinay. Je me rappelle, c'est vraiment la culture EPS, quoi. On peut dire autant de l'UMP, de RPR et LR. On peut dire autant. Vous avez parfaitement raison, Cécile, c'est très intéressant parce que les deux grands partis, ce qu'on avait l'habitude de considérer comme les deux partis de gouvernement de la Ve République, ont disparu. Tout à fait. Oui, mais je vous trouve sévère pour les Républicains comme pour le PS. Certes, ils ne sont plus quantitativement importants, mais l'esprit est là. Et je le dis sans ironie. Je veux dire, le socialisme existe toujours. Même incarné par Olivier Faure. Mais en politique, c'est les voix qui comptent dans les urnes, pas l'esprit. Non, il a raison. Sauf que Philippe, ce qui m'étonne, c'est que vous ne voyez pas à quel point le fait que le PS soit mis sous la houlette de la France insoumise, si vous voulez, ils ont vendu leur âme. Ces gens-là disaient l'inverse de ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais ils ont sauvé quelques députés.
Elisabeth Lévy, vous vouliez revenir sur cet appel de 136 personnalités contre la présomption de culpabilité dans Le Point. On est à la veille finalement de cette grande cérémonie où on écarte certaines personnes. J'avais oublié que c'était les Césars. Juste arrêtez-moi quand je suis trop longue parce que c'est mon genre. Non. Non, ça s'appelle. Donc l'appel de 136 personnalités. Alors je pourrais dire 137 parce que j'ai oublié de renvoyer ma signature. Je la donne donc oralement. C'est à propos de l'affaire Les Amandiers. Vous savez que c'est un film qui a été fait par Valérie Bruni-Tedeschi avec comme jeune acteur Sofiane Benasser. Et ce film a été bien accueilli à Cannes. Ça raconte l'histoire du théâtre des Amandiers de Patrice Chéreau. Très bon film d'ailleurs. Que se passe-t-il ? Il y a des accusations de viol, je crois, de viol et autres comportements violents contre Sofiane Benasser. Des accusations, c'est une ex-compagne. Et ensuite, il y a le festival des autres ex ou amis de l'ex. J'insiste sur le fait que c'est une ex-compagne parce que c'est souvent le cas dans ces affaires. Et ça, si vous voulez, ça me fait souvent penser qu'un viol, parfois, je ne connais pas du tout l'histoire, qu'un viol, c'est une affaire, c'est souvent une relation consentie et regrettée. Ça arrive souvent. Mais c'est pas ça qui me préoccupe et c'est pas ça qui préoccupe ces gens. Ils ont bien raison parce que les Césars ont fait en quelque sorte une déclaration pour la présomption de culpabilité. Ils ont dit que serait écarté, non pas des votes parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, mais de toute lumière, même s'ils étaient nominés, même s'ils étaient à la fin sacrés, des gens qui étaient accusés de violences sexistes et sexuelles, comme on dit aujourd'hui, ils ne pourraient pas venir les prendre. Et là, si vous voulez, nous rentrons dans le monde de la barbarie et du stalinisme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans les procès staliniens, l'accusation vaut condamnation et exécution, très souvent. Ça va très vite. Et là, c'est la même chose. C'est la mort sociale si vous êtes accusé. Or, nous savons très bien que ça peut arriver, des accusations mensongères. Il y a la justice est revenue, on en avait parlé avec Philippe de cette affaire sur une condamnation pour viol d'un homme et la fille s'est rétractée au bout de 15 ans, me semble-t-il. Oui, donc, on sait de toute façon, c'est un principe pour moi, mais intangible, sinon il n'y a pas de justice, tant que ce n'est pas prouvé, vous êtes présumé innocent. Aujourd'hui, il y a une présomption de culpabilité qui nous fait entrer dans un monde barbare, dans un monde terrifiant, et je dois dire que je suis très contente parce que avant, moi j'ai déjà lancé des textes sur ce sujet. Vous n'aviez pas un comédien célèbre, à part Fanny Ardant, qui était très courageuse. Il n'y avait pas un comédien célèbre qui osait signer. Aujourd'hui, il y en a une palanquée. Merci, bravo à eux. Et bravo. Et voilà. Voilà, une petite réaction très, très courte parce que je ne suis pas d'accord avec Elisabeth. Ça n'est pas une présomption de culpabilité à partir du moment où on décide de tenir compte des accusations. Il était normal qu'on choisisse un dénominateur commun. Ce sera bien mieux maintenant. On écarte des gens qui ne sont pas encore coupables, d'accord, mais qui font l'objet de soupçons, de procédures. Et je trouve qu'au moins on pourra plus dire qu'il y a deux poids deux mesures. René, je trouve que c'est bien mieux. Non, rapidement, je suis d'accord avec Elisabeth. Ah bon, voilà, c'est très rapide. Non, mais ça m'étonne beaucoup. Non, mais parce que comme elle était très courte, vous allez avoir votre tour de table. Allez-y. Pardon. Non, mais je vous en prie. Vous voulez revenir sur la santé de Oui, moi, c'est un petit tour de table un peu économico-culturel. Vous savez, la célèbre chanson d'Alain Bachung, « Ma petite entreprise ne connaît pas la crise », mais s'il y a bien un secteur qui ne connaît pas du tout la crise, en dépit de la conjoncture archi-morose, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, c'est le marché de l'art en général et le marché de l'art contemporain en particulier. Un marché que je connais pas mal d'ailleurs pour des raisons personnelles. Et quand on sait que le chiffre d'affaires du marché de l'art a été de 65 milliards de dollars en 2022 et celui de l'art contemporain est à peu près de 4 milliards, ça montre la santé insolente, je dirais, de ce secteur par rapport à d'autres secteurs qui sont moroses. Alors pourquoi cette santé ? Parce que d'abord, il y a une globalisation du marché. Je vois que personne ne m'écoute. Si, vous je plaisante, Elisabeth, je plaisante. Parce qu'il y a une globalisation du marché. Il y a une arrivée sur ce marché aussi de nouveaux milliardaires et de nouveaux, enrichisseurs, qui font monter encore plus les enchères. Et donc ce marché
est d'une santé donc incroyable, et ça doit pas faire plaisir à la patronne que je cite tout à l'heure de Europe Écologie Europe Écologie Les Verts, parce que là effectivement dans ce marché il y a beaucoup de milliardaires, il y a beaucoup de sous. Et quand même un petit cocorico, la première maison de vente aux enchères dans le monde appartient à un Français. C'est Christie's, François Pinault. Absolument. Et ça fait plaisir, ça fait monter les artistes. Je peux dire juste un mot, le problème c'est que le marché sacre quand même souvent des choses tout à fait contestables. Non mais là je parle d'autre chose. On parle des œuvres. Je rajoute à votre propos le fait que le marché de l'art sacre des œuvres contestables. Voilà. C'est tout. Et dans un instant, dans le coup de projecteur avec nos amis Franck Ferrand et François Nicolas qui est président de la Maclio Productions sont à l'origine forcément de cette belle initiative de donner le goût de l'histoire au plus grand nombre. On vous en parle dans quelques instants. On va parler de la Cité de l'Histoire. À tout de suite. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, c'est les vraies voix jusqu'à 19h ce soir, c'est vendredi, avec Philippe Bilger, avec René Chiche, avec Elisabeth Lévy et bien entendu Philippe David qui est avec moi pour nous accompagner. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Si vous aimez l'histoire comme je l'aime, j'ai une sacrée nouvelle à vous annoncer. À partir de l'automne 2022 va s'ouvrir dans la Grande Arche de la Défense ce qui manquait à Paris et à l'Île-de-France, une cité de l'histoire. Sur plusieurs milliers de mètres carrés, vous allez pouvoir, seul, en famille ou entre amis, vous immerger dans quelques-unes des plus extraordinaires sagas de l'aventure humaine. Donnez le goût de l'histoire au plus grand nombre. On vous propose de remonter le temps avec une expérience originale à la Cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir dans la Grande Arche à la Défense, à Puteaux. Petite couronne parisienne, on va en parler avec nos invités exceptionnels. Franck Ferrand est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Historien et nouveau directeur de cette Cité de l'Histoire. Félicitations. Et François Nicolas qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président d'Amaclio Productions à l'origine du projet. Ils sont avec nous pour en parler. Je le disais en préambule, donner le goût de l'histoire au plus grand nombre, j'imagine, c'est cette motivation commune. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que j'essaie de faire ça. Ça fait 20 ans que j'essaie de me dire comment partager ce qui est une passion quasiment dévorante. Ça m'occupe, je sais pas, une bonne petite vingtaine d'heures tous les jours depuis 30 ans. Une bagatelle. Une bagatelle. Et j'ai essayé par la radio, vous êtes bien placé pour le savoir, un peu à la télé, beaucoup dans les livres et la presse écrite, bref, tous les moyens possibles, le théâtre aussi. Et là, ce sont d'autres moyens. La révélation. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez à votre disposition les plus extraordinaires technologies. Vous avez des décorateurs qui vont vous reconstruire des décors à taille réelle, avec des comédiens, des figurants. Il y a des carrosses, il y a des locomotives qu'on fait dérailler. Bref, n'en jetez plus. Là, vous vous dites, cette fois, on va y arriver et on va faire passer quelque chose auprès du public. François Nicolas, vous produisez déjà des spectacles historiques, La Nuit aux Invalides, qui est magnifique. Vous faites depuis des années des spectacles au château d'Azel-Rideau, la cité de Carcassonne, un peu partout. Comment est venue l'idée de la Cité de l'Histoire, 6000 mètres carrés consacrés à l'histoire de France? Alors moi, ça fait que 10 ans, et pas 20 ans, avec le lancement de La Nuit aux Invalides, que tous les Parisiens connaissent, plus de 700 000 spectateurs déjà. Et cette idée, en fait, elle est venue vraiment avec Franck. On cherchait un lieu pour faire un immense cinéma d'histoire à Paris. Donc on cherchait 1000 mètres carrés, 7-8 mètres de plafond. On a écumé les boîtes de nuit ensemble. On cherchait 1000, c'est vrai, les boîtes de nuit désaffectées, je précise. Ils ont écumé les boîtes de nuit pour chercher un lieu. Il y en a qui nous prennent pour des canards sauvages. Le jour où on a découvert ce site-là, qui est tout le socle de la Grande Arche de la Défense, on est vraiment dans l'axe historique parisien, on était dans l'escalator et je dis à François, mais tu sais, ici, c'est pas un cinéma immersif qu'il faut faire, c'est une Cité de l'Histoire. Et de sa poche, il sort un papier, il avait écrit Cité de l'Histoire, il m'a dit, je savais que tu allais me dire ça. Et direction Philippe Bilger. Comment allez-vous choisir les spectacles Vous allez visiter l'histoire de France Est-ce que c'est une conception de l'histoire purement anecdotique ou est-ce que vous irez vers une histoire peut-être
plus intellectuel. D'abord, ça n'est pas forcément à la Boucheron. Hein, quoique, ça n'est pas que l'histoire de France, c'est vraiment l'histoire du monde. Nous avons une frise qui fait 170 mètres, interactive. On peut interroger l'histoire à travers 400 dates, et celle-là, elle concerne tous les continents, toutes les civilisations. Nous avons dans cette immense ellipse où on peut faire une projection à 360 degrés en relief sur des architectures. Il faut que vous veniez voir ça. On peut projeter ce qu'on veut. Bon, là, il se trouve qu'on commence par la vie de Victor Hugo, mais ça pourrait être n'importe quel pays ou n'importe quelle époque. Et puis, nous avons quand même... Oui, Philippe Bilger, ça aurait été pire, oui. Il ne peut pas s'empêcher. Mais en même temps, c'est ce que les gens attendent de lui. Oui, mais non, on attend d'autres choses, mais il le sait pas. Et puis, au cœur de tout ça, quand même, nous voulions qu'il y ait notre histoire, qu'il y ait nos racines, qu'il y ait l'histoire de France. Et donc ça, c'est un parcours immersif, permanent. On part d'aujourd'hui et on remonte jusqu'à la création de la France, jusqu'au 8-9e siècle. Mais pour répondre à votre question, Philippe Bilger, parce que c'est ça l'affaire, est-ce qu'on est dans la grande ou dans la petite histoire? Est-ce qu'on est dans l'histoire universitaire ou est-ce qu'on est dans l'histoire cancanière que certains médias ont fini par mettre à la mode? Nous ne sommes ni dans l'une ni dans l'autre, mais exactement sur la ligne de crête. Ce que j'ai toujours essayé de faire, et ce que nous avons avec François Nicolas et avec toutes nos équipes, parce qu'il y a eu du monde qui a travaillé à ça, ça fait maintenant 1 an que nous travaillons d'arrache-pied avec toute l'équipe. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre en avant systématiquement une grande histoire qui soit incarnée, et une petite histoire qui ait directement des liens avec l'époque et avec le monde. Donc, on est entre les deux. C'est-à-dire que nous abordons la grande histoire par la petite porte et, d'une façon plus générale, la cité elle-même. Elle doit être conçue comme une porte d'entrée vers l'histoire et vers ce jardin passionnant que nous arpentons tous depuis si longtemps. Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, est-ce que ça s'inscrit en quelque sorte dans un combat qui est un peu le vôtre, cher Franck? Je vous lis, y compris dans Causeur parfois, trop rarement. Trop rarement. Beaucoup trop rarement. Vous avez perdu mon numéro, Elisabeth. On va vous le donner. Voilà. On va le donner à l'antenne. Est-ce que, dans le fond, on a quand même affaire aujourd'hui à des gens qui voudraient déconstruire, comme ils disent, l'histoire de France et qui nous expliquent, disons, qu'ils la voient, qui criminalisent l'ensemble du passé occidental, ils ne criminalisent pas tout le passé. Bien sûr. Est-ce que c'est un combat? Et la deuxième question, est-ce qu'en termes de technologie, est-ce que dans le fond, c'est un peu proche de ce qu'on peut voir au Puy du Fou, par exemple, où on a vu aussi des spectacles très immersifs? Alors, c'est un peu proche, effectivement, de quelques parcours, mais avec un concept vraiment fondamentalement différent sur le parcours sur l'histoire de France, où on remonte le temps, c'est que l'énorme difficulté... Là, vous êtes au cœur de l'événement, en fait. On est au cœur de l'événement, et effectivement, la difficulté pour nous, pendant toute cette année, pour créer ce parcours, a été qu'on n'est pas dans une unité de temps ni de lieu, puisqu'on traverse 12 siècles d'histoire en 35 minutes, 17 parcours, 17 scènes. Et donc l'immersion se fait grâce effectivement à des décors incroyables, des acteurs qui vous prennent comme ça dans la scène, qui vous expliquent la scène, et Franck, la voix de Franck, qui effectivement on aura des casques commente. Non. Alors pour l'instant on n'a pas de casque, mais il se pourrait qu'on évolue vers cette solution. Pour l'instant c'est du son libre. Oui. Moi, on pourra pas vous reprocher d'être trop long, moi. Moi, je voudrais juste poser une question à Franck Ferrand. Vous vous adressez plus particulièrement aux jeunes ou pas du tout? Il est évident que lorsque vous faites lorsque vous essayez de transmettre quelque chose, par définition, le public auquel vous vous adressez spontanément, quasiment même sans y penser, est un public plutôt jeune. Mais nous ne faisons pas de racisme anti-vieux, rassurez-vous. Je me promenais dans la cité ce matin, ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'alors vraiment, tous les âges sont représentés. Ça, c'est assez amusant. C'est très familial. Ouais, si vous permettez, 0826 300 300, parce qu'on a lancé un débat forcément sur notre compte Twitter en demandant est-ce que l'histoire doit être un pilier de notre éducation. Donc nos auditeurs répondent oui à 93%. Ludovic était avec nous au standard. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et bonsoir les vrais voix, et bonsoir Franck. Bonsoir. Voilà. Et il n'est pas tout seul. Oui. Il y a François aussi. François Nicolas qui est avec lui. Et François, oui. On vous écoute. Oui, alors, je vais commencer par une petite note d'humour. Je ne sais pas si monsieur Franck Ferrand a prévu un petit lieu pour le Rocco Siffredi des vraies voix afin qu'il compte le pornographe. C'est Philippe Bilger. Je suis pas encore un personnage historique. Mais
Mais bon, blague à part, comme Elisabeth, moi j'en ai ras-le-bol qu'on enseigne cette histoire de repentance depuis quelques années au sein de l'école. L'histoire, c'est un récit national qui sert notamment pour l'assimilation, une thématique qui a été malheureusement abandonnée, au même titre que le français sert aussi de cohésion sociale. Donc forcément, c'est un pilier. Et pour reprendre, Churchill, il disait un peuple qui oublie son histoire n'a pas d'avenir. Or, on a une histoire riche. L'histoire fait partie intégrante de notre culture. Elle se cultive justement pour entretenir la vie et transmettre un héritage aux futures générations. Et c'est à partir de là aussi que l'on grandit. Eh ben, Franck Ferrand va vous répondre. Oui, il y a forcément une identification à un certain nombre de personnages, de figures du passé. C'est tout à fait naturel. Et quand on étudie l'histoire, on ne peut, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le type d'histoire d'ailleurs, on ne peut que s'approprier en quelque sorte un passé. Et ça crée ce qu'on appelle des identités, donc des particularismes, des singularités, des choses qui vous différencient, et ça va totalement à l'encontre du mouvement général actuel qui va vers une forme d'indifférenciation et d'une certaine manière même d'amnésie. Donc il y a, et ça pourrait paraître bizarre, car pendant très longtemps, faire de l'histoire était considéré comme simplement une démarche naturelle pour se cultiver. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant quelque chose quasiment de politique, il y a quasiment un engagement dans le fait de s'intéresser à l'histoire. Ça peut paraître étrange, mais c'est ainsi. Vous n'avez aucune subvention publique? Non, c'est que de l'argent privé. Alors c'est une fondation, enfin pas fondation, mais c'est une entreprise parfaitement privée. Il n'y a que des fonds privés, à une petite exception. Une petite exception, la région Île-de-France a subventionné un tout petit peu une des animations qui est la frise historique, puisque effectivement il trouvait un intérêt extrêmement pédagogique à cette frise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément de scolaires qui s'inscrivent en ce moment. On a quasiment une centaine de classes par jour. Que fait l'éducation nationale? Allez-y, Philippe. Dans le micro, parce que sinon on vous entend pas. Est-ce qu'il est concevable que vous ayez la visite d'une personne qui prétend s'intéresser beaucoup à l'histoire, Brigitte Macron? Alors je pense, pardon, c'est moi qui réponds du coup, mais je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de parler du projet avec Brigitte Macron et j'avais vu une étincelle de grand intérêt dans son regard et elle m'a dit mais tenez-moi au courant, ça m'intéresse beaucoup, etc. Donc je pense que oui, elle viendra. Elle peut appeler au 0826 300 300. Excusez-moi, comment vous avez choisi les événements ou les personnages? Il y a un comité qui se réunit, qui choisit tel événement, ou telle personne. Comment ça se passe concrètement? Alors nous sommes en accord et en collaboration avec beaucoup d'historiens. Notamment, nous avons pour chacune des scènes du parcours demandé l'avis d'un grand spécialiste. Je dirais que ça, c'est un petit peu une façon de se garantir. Bon. Et puis, nous avons tous les lundis soirs à 19h une grande conférence par un des maîtres de l'histoire. La première, elle va avoir lieu ce lundi. D'ailleurs, j'en profite, puisque il reste des places, donc profitez-en. Sachez que ce lundi à 19h, là, le 23 janvier, nous avons la conférence inaugurale du professeur Jean-François Saulnon, qui vient exprès de Besançon pour nous parler d'Anne d'Autriche. Ce sera la première conférence et puis il y en aura beaucoup. La suivante, elle sera... Tous les lundis soirs, il y a un cycle de conférences. Fabrice Almeida qui viendra parler de la propagande au XXe siècle, etc., etc. Donc il y a on essaie, j'espère qu'on va arriver à créer un lieu de rencontre, d'échange, de discussion entre les amoureux de l'histoire, les historiens, ceux qui la font, ceux qui la lisent. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une chose indispensable, des ennemis? Je crains que certains, dès que je bouge une oreille ou un doigt de pied, ne soient pas très contents. Vous savez comment ça se passe, donc je pense qu'il doit y avoir des gens qui nous aiment pas trop, mais pour l'instant, ils ne se sont pas manifestés. Attention à ne pas les réveiller. Non, on va pas les réveiller. Sur la cité de l'histoire, ce qui est important, c'est qu'on parlait d'une jeune génération qui ne va plus dans les musées, qu'on comprenne bien, ça n'est pas un musée statique, on vit les choses. Même j'ai lu sur le général de Gaulle qu'on sent même son parfum, donc est-ce que c'est une manière forcément allez-y. Est-ce que pour intéresser cette jeune génération qui vit souvent par procuration avec les réseaux sociaux, qui ne vit plus rien, cette immersion est primordiale pour des plus jeunes? On est dans une société d'images et tout le monde a besoin effectivement de sensations et d'images. Et donc je pense aujourd'hui qu'un des moyens d'apprentissage majeur, c'est d'attraper les gens par les sens. Franck nous raconte des superbes histoires qui touchent les cœurs. Et quand vous avez touché les sens et les cœurs, vous pouvez enfin toucher les intelligences.
Vous savez, un jour, je me promenais dans la rue et je vois un gamin sur une planche à roulettes, plein de piercings et tout ça, qui dit « Ah, monsieur Ferrand !» Vous dites une planche à la roulette, vous. J'essaie d'éviter le franglais. Même skateboard, c'est déjà dépassé. Vous allez son langage chrétien. Oh, mais c'est des Russes. Quelqu'un qui nous prend par les sens, toutes ces chansons. Voilà. J'ai cru comprendre. Ne faites pas attention à ces Bélotiens. Non, Franck, c'est Parlez-moi à moi. Et en tout il cas, sait comme je l'aime. Ce gamin, ah oui, c'est réciproque, Ouais. Cécile. Moi, je vous en prie. On va vous laisser. N'est-ce pas? Ce gamin me dit, j'ai eu mon bac grâce à vous. Alors, j'ai quand même, faut peut-être pas exagérer. Il me dit, si, parce que j'écoutais votre émission. Mais je dis, mais c'est pas en écoutant mon émission que vous avez révisé le bac d'histoire. Il me dit non, mais grâce à votre émission, j'avais envie de m'y mettre et de faire mes révisions. Magnifique. Eh bien, c'est exactement la clé, si je puis dire, de ce que nous essayons de faire. Nous ne prétendons pas apprendre l'histoire aux gens. Vous venez passer 2h30 ou 3 heures à la Cité de l'Histoire. Je doute que vous ressortiez en connaissant l'histoire. Mais en tout cas, vous aurez, je pense, envie de vous y mettre. François Nicolas, on peut combiner cette visite avec une expo fabuleuse en réalité virtuelle que vous faites, Éternel Notre-Dame, où on visite Notre-Dame Dingue. pendant sa construction. J'ai eu la chance de le faire, c'était fabuleux. Depuis un an, plus de 60 000 visiteurs déjà. On a raflé tous les prix mondiaux avec la société émissive qui est à l'origine de la réalisation de ce projet. Nous venons d'ouvrir sous le parvis de Notre-Dame d'ailleurs un nouvel espace, l'espace Notre-Dame, où il y a effectivement cette réalité virtuelle de Notre-Dame qui nous plonge dès le XIIe siècle et qui nous fait ressortir après l'incendie à la fin de la reconstruction déjà. Et c'est un voyage extraordinaire. Et la Cité de l'Histoire est vraiment fière d'héberger cette animation. Absolument. C'est-à-dire que vous pouvez, avec un petit billet, un bonus, un billet supplémentaire, vous pouvez en plus, quand vous avez, soit en entrant, soit en sortant de la Cité, vous pouvez faire cette expérience. Parce que là, on peut parler d'une expérience. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Franck Ferrand, historien et directeur de cette belle Cité de l'Histoire. Je rappelle que cette Cité de l'Histoire est à la Grande Arche de la Défense à Puteaux, petite couronne parisienne, facile d'accès en tout cas. Le métro, le RER. Et François Nicolas qui était avec nous, président d'Amaclio Production, tous les deux à l'origine de ce très beau projet. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'avais beaucoup de questions au standard, mais malheureusement, il fallait qu'on vous entende un petit peu. On reste ensemble encore pendant une petite dizaine de minutes. Et vos appels 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes toujours en bonne compagnie, puisque Philippe Bivière est toujours avec nous, René Chiche est tout le temps, est toujours là aussi. Bonsoir. Et il n'est pas chiche de ses propos. Oui, arrêtez, vous nous fatiguez, Philippe David, écoutez. Vous savez que dans les Astérix, à la fin, vous savez ce qu'on fait au bar un jour, ça va vous arriver, on va vous baïonner et vous mettre sur un grand mât. Merci Elisabeth, merci. Et on ripaillera avec des sangliers. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a pour ces blagues qu'il n'a pas de mémoire. Et avec, bien sûr, vous l'avez entendu, Elisabeth Lévy et vos appels au 0826 300 300 avec Marie-Christine qui est avec nous, notre auditrice vraie voix. Marie-Christine, vous vouliez revenir aussi un petit peu sur la réforme des retraites, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est au cœur des sujets des médias et de l'actualité. Vous vouliez dire quelque chose d'important, on vous écoute. Oui, je ne sais pas si c'est important, mais enfin, vous me donnez la parole et je vous en remercie et je vais en profiter. N'exagérez pas non plus. J'ai 72 ans et j'ai arrêté de travailler à 70 ans. Oui. Et je n'ai pas fait de maçonnerie, mais je peux vous garantir que dans un bureau, il peut y avoir des situations extrêmement stressantes et difficiles à vivre, et pénibles, exactement. Donc, je n'ai pas manifesté, ce qui n'empêche que je suis... Pardon de vous interrompre, Marie-Christine. Pourquoi vous n'avez pas manifesté ? Bien parce que je pense que les raisons de cette réforme sont mauvaises, mal expliquées, mal préparées. On ne sait pas qui vraiment a été consulté. On pense que Macron en 2017 avait semblé frôler la réalité dans ses déclarations, très vite oublié, comme tout le reste de ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Vous savez comment sont les concertations de Monsieur Macron, hein, on commence à le savoir. Ça commence par « j'ai décidé » et ça se termine par « exécution ». C'est ce qu'on appelle la démocratie.
Donc, c'est pas étonnant que ce projet retourne les doigts de pied de tout le monde, tout simplement parce que c'est très mal expliqué, très mal foutu. Enfin bref. On va faire Et réagir donc, les vraies voix, Marie-Christine. Est-ce que quelque part il n'y a pas une bronca, pas seulement sur la réforme des retraites, mais sur Emmanuel Macron et qui il est? Comme le dit Marie-Christine. Vous venez de me voler ce que j'allais dire. Mais les grands esprits se rencontrent. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas nier le succès de la manifestation d'hier, mais je ne suis pas sûre du tout que ce soit seulement les syndicats qui ont réussi à réunir autant de monde quand on voit le nombre d'adhérents qu'ils représentent. Marie-Christine, je pense. On va faire réagir les vraies voix. C'était contre Macron, ça, oui. Philippe Bilger. Marie-Christine, je vous rejoins totalement. Je suis juste un peu inquiet, comme Philippe David est d'accord avec vous. Mais plus sérieusement, vous aviez dit que vous n'avez pas manifesté, alors que j'ai cru comprendre que vous étiez hostile à ce projet de loi et peut-être à Emmanuel Macron. Pour quelle raison n'y êtes-vous pas allé ? Parce que je trouve que c'était un peu ambigu. Je n'avais pas envie de montrer par ma présence que je soutenais les revendications syndicales. Mes raisons sont complètement différentes puisque en réalité le principe même de cette réforme, je ne peux que l'approuver. C'est sa façon de la mettre en œuvre qui me semble complètement hystérique. René Chiche. Oui, par contre, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, Marie-Christine, quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'explication. Moi, je trouve que justement, il y a eu des tonnes d'explications. Je trouve qu'on est quand même au courant de cette réforme. Maintenant, on la connaît. On connaît quand même les tenants et les aboutissants. Vraiment, comment pas vraiment. On ne sait pas quelles ont été les personnes qui ont été consultées, enfin, où est le MEDEF, où est la CPME, quand Macron en 2017 disait... Mais les syndicats ont été consultés, il y a le corps, il y a beaucoup de gens qui ont été consultés. Non, mais écoutez, en tous les cas... Par contre, excusez-moi, je vous approuve quand vous dites qu'il y a une campagne anti-Macron. Ça, c'est vrai. Ça, je vous approuve. Non, mais cela dit, si je peux ajouter un mot... Bien sûr, Elisabeth Lévy. Le problème, il me semble, c'est que notre système politique ne fabrique plus de légitimité, si vous voulez, et qu'on a un président qui a été réélu. Parce que moi, j'ai quand même envie de dire aux gens, écoutez, si vous vouliez pas de ça, il fallait pas élire Macron. Voilà, c'est tout. Il nous l'a pas faite à l'envers, celle-là. On peut pas dire. Donc, je crains que on ait un véritable problème démocratique qui est qu'effectivement, nos élus ne sont plus légitimes 3 jours après leur élection. Merci. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Marie-Christine. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir comme vraie voix. Et vous chantez bien. Et vous chantez bien. Et vous faites chanter aussi. Non, c'est pas une maîtresse chanteuse. Non, pas du tout. Merci. On vous souhaite un très bon week-end, Marie-Christine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, René Chiche. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. On a passé un très joli moment avec vous. C'était intéressant, pour une fois. Et vivement lundi, passez un très bon week-end. On vous laisse avec Philippe David. On va parler sport. On va parler sport, mais alors c'est des arrière-cuisines pas très reluisantes du sport. On va parler de tous les scandales à la FFR, le rugby, à la FFF, le football, les sports de glace et tutti quanti en compagnie de Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Et salut à lundi pour les autres.